Bonjour et bienvenue dans Et Dieu dans tout ça, aujourd'hui en public au Collège des Bernardins en compagnie du docteur Boris Cyrulnik, de Jean-Pierre Denis et de Franz-Olivier Gisbert. Boris Cyrulnik, bonjour. Bonjour. Vous êtes neuropsychiatre, psychanalyste, directeur d'enseignement à l'Université de Toulon et vous êtes connu pour avoir développé la notion de résilience, la résilience que vous définissez comme étant la capacité de reprendre un développement malgré l'adversité. J'ai repris votre définition, c'est bien ça ? Tout à fait. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages sur ce sujet. Je peux citer entre autres Un merveilleux malheur de chair et d'âme et le dernier en date, Sauve-toi, la vie t'appelle. Ces 3 livres sont édités chez Odile Jacob. Jean-Pierre Denis, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, directeur de l'hebdomadaire catholique La Vie et vous êtes l'auteur de Nos enfants de la guerre, de Pourquoi le christianisme fait scandale. C'est aux éditions du Seuil. Et je peux citer aussi votre dernier recueil de poésie, ça s'intitule Manger parole et c'est édité chez Ad-Solem. Franz-Olivier Gisbert, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, directeur de l'hebdomadaire Le Point, vous animez des émissions de télé comme Le Monde d'après, qui est diffusé sur France 3, et vous êtes l'auteur, entre autres, de l'américain Dieu, ma mère et moi, qui sont tous deux édités chez Gallimard, et votre dernier ouvrage s'intitule Dernier carnet, scène de la vie politique, sorti chez Flammarion. Un testament, si j'ai bien compris. Ouais, c'est le dernier livre politique. Enfin, en principe, il y aura peut-être des biographies, mais c'est vraiment le dernier livre. C'est fini, quoi. Après, vous raccrochez les carnets. Il n'y a plus que des romans. Ouais. D'accord. La première question. Je vais partir, Boris Cyrulnik, dans votre livre, Sauve-toi, la vie t'appelle. Vous racontez pour la première fois en détail votre histoire, et le livre commence ainsi. Une nuit, j'ai été arrêté par des hommes armés qui entouraient mon lit. Ils venaient me chercher pour me mettre à mort. Mon histoire est née cette nuit-là. Jean-Pierre Denis, vous êtes l'enfant d'une mère juive et d'un père catholique. Et dans votre livre « Nos enfants de la guerre », vous avez recueilli la parole de personnes qui, comme votre mère, votre tante et comme Boris Cyrulnik, ont échappé au camp de la mort nazi en étant cachés. Dans ce livre, vous donnez la parole à d'autres pour qu'ils témoignent, bien sûr, mais aussi pour vous retrouver. Vous écrivez « Ma mère était réfugiée dans vos murs et le catholique que je suis vous doit la vie juive qui se taisait en moi sous les poids des morts. » Franz-Olivier Gisbert, dans l'Américain, vous parlez de votre enfance avec votre père et vous écrivez, c'est sur la 4e de couverture, « Mon père me battait beaucoup, il battait surtout beaucoup maman, c'est pourquoi j'ai passé mon enfance à vouloir le tuer. » Peut-on entrer dans une démarche de résilience si on tait tout ce que l'on a vécu, puisque tous les 3, vous avez écrit. Je ne sais pas qui veut commencer, peut-être Dr Boris Cyrulnik. Est-ce qu'on peut entrer dans une démarche de résilience si on tait ce que l'on a vécu ? Si on dit ce qu'on a vécu. Si on tait ce que l'on a vécu. Alors, il ne s'agit pas de le dire, de le répéter, il s'agit de le remanier. Si on fait quelque chose de sa blessure, une recherche de compréhension, une recherche d'engagement, une réflexion psychologique ou philosophique, on transforme sa blessure. Et à ce moment-là, on en fait une force. Donc, il ne s'agit pas de faire une répétition. Même le témoignage, même déjà, est une forme de répétition. Le remaniement, pour en faire un roman, pour en faire une poésie, pour en faire une réflexion, alors là, ça se transforme, la blessure se transforme en force. C'est absolument nécessaire de dire, Jean-Pierre Denis ? Nécessaire. Vous savez, moi j'ai raconté cette histoire qui est celle de ces religieuses de l'Aveyron qui ont caché 80 enfants juifs dans une petite école catholique, un petit pensionnat de campagne, au point qu'il n'y avait plus que des enfants juifs dans cette école catholique. Parce que les ayant rencontrés, je me suis demandé pourquoi elles avaient fait cela et qu'elles m'ont expliqué que tout le monde l'avait fait et qu'évidemment je n'ai absolument pas cru que tout le monde l'avait fait. La preuve, une autre religieuse a fermé sa porte à Boris Cyrulnik. Et donc c'est cette énigme du bien qui est une sorte de clairière peut-être dans la forêt du mal que j'ai voulu explorer. Franz-Olivier Gisbert, c'était important aussi de dire ce que vous avez vraiment dit, on y reviendra dans l'Américain. Oui, mais j'ai pas dit pour arriver à la résilience. Je crois que la résilience, pour parler comme le docteur Cyrulnik, moi, je l'avais déjà faite avant. Cyril a très justement dit qu'on n'avait pas besoin de clamer les choses. Moi, c'est vrai que chaque difficulté, chaque problème dans ma vie m'a plutôt aidé à rebondir. Et j'ai pas besoin d'écrire. En fait, si j'écris, ce sont des circonstances très particulières. J'avais appris que j'avais un sale truc et je voulais en fait écrire à mes enfants. Voilà, dire voilà parce que mes enfants
Mes enfants m'en veulent forcément parce que j'ai toujours une vie privée un petit peu, disons, compliquée. Je n'ai aucun problème avec eux, sauf ça qu'ils me reprochent souvent. Et je voulais leur dire, voilà comment a été mon père. Mon père, je l'aime. Mon père, je l'aime. Je me suis trompé en lui faisant la guerre jusqu'à la fin de ses jours. C'est vrai qu'il battait beaucoup ma mère quand j'étais petit. Mais bon, après, la paix s'était faite dans le ménage. Après énormément de difficultés, il avait fait la paix, mais moi, j'avais pas fait la paix. J'ai continué à faire la guerre quand il était chômeur, un peu à la ramasse, enfin artiste quand même. Il vendait ses toiles, mais enfin, il était, comment dire, beaucoup moins flambard que, disons, 20 ans auparavant. Mais je continuais à faire la guerre et je m'en suis toujours voulu. Donc, j'écris ce livre à la fois pour me soulager de cette, le sentiment d'avoir fait une mauvaise action, pour lui tendre la main dans son ciel, et principalement pour parler à mes enfants. Mais je ne l'ai pas fait pour me dire ça va aller mieux après, parce que j'allais déjà très bien quand j'ai écrit ce livre. D'accord, vous vouliez dire que vous aviez déjà fait le processus de résilience absolument, tout à fait. Avant. Oui, je suis un résilient permanent. Ça existe ça, docteur Boris Cyrulnik, un résilient permanent? Mais oui, mais non, ça commence à être de moins bonne qualité après l'âge de 120 ans. Ah, vous avez de la marge, alors. Jean-Pierre Denis, vous avez reçu une éducation catholique, et vous le dites, le catholicisme oriente votre vie, mais votre mère ne vous a rien transmis de spécifiquement juif, et vous écrivez « L'absence de transmission peut devenir le lieu même de ma mémoire. C'est à partir de l'oubli que je me souviens et que je pense me guérir du terrible malheur à être moi-même, c'est-à-dire à être juif. » Vous allez me dire, c'est encore une histoire juive, c'est-à-dire que justement, c'est parce que je n'avais rien à raconter, n'ayant rien reçu, que j'ai voulu raconter cette histoire, qui est une histoire vraie. De fait, chez moi, c'était un sujet absolument tabou, c'était un genre de secret de famille, non pas que l'on me l'ait caché, mais c'était le secret de la famille, et j'ai voulu briser ce tabou, ce qui fait qu'en racontant l'histoire de ces deux religieuses, je suis enfin devenu juif. Et ça m'a fait le plus grand bien, puisque je n'avais pas accès à cette part qui était cachée, puisque si ma mère et sa sœur avaient survécu, le reste de la famille avait disparu, donc la transmission s'était arrêtée là. Donc c'était une façon de rétablir de manière qu'on peut juger artificielle, mais je crois que la mémoire apparemment se reconstruit aussi, un lien de mémoire avec une mémoire qui était cassée, qui était cachée. Mais vous dites le malheur, c'est de ne pas pouvoir être soi-même. Le malheur, c'est de ne pas accéder, je dirais, pour le dire autrement, que le judaïsme, c'est la part manquante pour moi. Vous savez, cette tradition qui peut consister à laisser mettre une chaise pour le visiteur qui viendra. Le judaïsme, c'est ce que je n'ai pas, comme je vous disais, c'est-à-dire quelque chose qui ne m'a pas été transmis. Et puis avec ce paradoxe curieux que si je suis là en train de vous parler du judaïsme, religion que je n'ai pas, c'est grâce à deux religieuses catholiques. Si je suis catholique, c'est aussi, c'est l'autre paradoxe, en me souvenant, je ne suis pas le seul, que Jésus était juif. Donc c'est ce croisement de paradoxes que j'essayais aussi que j'essaie tous les jours de creuser, en fait. Donc c'est le problème, là, Boris Cyrulnik, du non-dit, en fait. C'est ça, c'est plus le non-dit, d'après ce que j'ai compris, c'est plus le non-dit que le secret. Probablement, votre mère aurait aimé le dire, mais autour d'elle, d'abord pendant la guerre, elle ne pouvait pas le dire, sinon elle serait morte. Et après la guerre, ça a été tellement difficile à dire que probablement elle a pris l'habitude de se taire. Et ensuite, plus on se tait, plus c'est difficile à dire. Et ça se transmet quelque chose aux enfants. Alors, la plupart des juifs, pendant la guerre, étaient laïcs. Et pour ma part, la première fois que j'ai entendu le mot juif, c'est quand j'ai été arrêté pour être mis à mort. Donc, j'ai entendu dire, j'avais 6 ans et demi, et j'ai entendu dire Madame Farge, la juste qui me cachait, en risquant sa vie et celle de sa famille, elle a dit aux officiers de police françaises, elle a dit ne l'arrêtez pas, on ne lui dira pas qu'il est juif. Elle a dit ça devant moi. Et moi, c'est la première fois que j'entendais ce mot. Je ne savais pas ce que c'était qu'être juif. Et l'officier a répondu, mais non, il faut éliminer ces enfants, sinon ils deviendront des ennemis d'Hitler. Ce qui n'était pas si mal vu que ça. C'est-à-dire... Donc on ne peut parler que s'il y a quelqu'un pour entendre. S'il n'y a personne pour entendre, d'abord pendant la guerre, il fallait ne pas parler. Et donc peut-être on a à coup sûr pris trop l'habitude de se cacher,
pendant la guerre pour ne pas mourir, et après la guerre parce qu'on n'était pas entendu. Et puis ensuite, c'était difficile à dire. Et c'est tout à fait le cas de ma famille, et je dirais que j'ajouterais que il y avait aussi peut-être le choix assumé, respectable, même si ça peut paraître bizarre, de mes parents, de considérer qu'il valait mieux qu'on reste caché au cas où ça reviendrait. Et l'avantage d'avoir un père catholique, une mère juive, c'est que ça les mettait en situation de choisir pour leurs enfants, non pas la religion dans laquelle ils croyaient, mais la religion dans laquelle ils croyaient utile, prudent d'élever leurs enfants. C'est pour ça qu'on m'a envoyé au catéchisme. Évidemment, le problème qu'ils ont eu par la suite, c'est que ça m'a intéressé et j'y ai cru. Donc, mais c'était pas prévu. Il y a beaucoup, et vous le dites vous-même, docteur Boris Cyrulnik, j'avais arrangé, vous le dites dans Sauve-toi, la vie t'appelle, j'avais arrangé mes souvenirs pour les supporter sans angoisse. Le fait d'arranger ces souvenirs, c'est un frein ou une chance pour la résilience ? Je crois que c'est nécessaire. Dans le syndrome psychotraumatique, la mémoire est prisonnière du passé. C'est-à-dire qu'on voit la tragédie, on la voit en image, on ne pense qu'à ça. Tout ce qu'on voit dans la journée évoque le malheur caché et ça revient la nuit sous forme de cauchemar. C'est-à-dire, je viens de définir le syndrome psychotraumatique. Et si on veut supporter l'horreur, il faut la remanier, il faut en faire quelque chose. Donc, spontanément, je me suis arrangé avec mes souvenirs. Certains souvenirs étaient arrangés. Par exemple, comme j'ai réussi à m'évader, pendant très longtemps, j'étais convaincu que j'étais plus fort que l'armée allemande, ce qui n'est pas faux. Et donc, je remaniais mes souvenirs, et parfois je les ai un peu trop remaniés, puisque quand j'ai fait une enquête pour confronter ce qui était dans ma mémoire avec ce qui était dans le réel et ce qui était dans la mémoire des autres, je me suis rendu compte que parfois j'avais un peu exagéré, mais que ça m'avait protégé. Les souvenirs, c'est très important dans l'américain. Oui, moi je crois qu'il faut rendre la lecture de Sauve-toi, la vie t'appelle obligatoire dans les écoles. Parce que Boris Cyrulnik a dit quelque chose d'important, c'est il faut arranger ses souvenirs. Oui. Et je crois que c'est la meilleure façon de survivre et de passer toutes les épreuves de la vie. Je dirais moi-même d'ailleurs... dans mon cas, dans le cas de l'américain, j'écris des choses honteuses, mais que je ressens comme telles. Je dis, par exemple, j'ai eu une enfance très heureuse. C'est impossible quand vous entendez, disons, 3-4 soirs par semaine, vos parents se battre, ou plus exactement votre père battre votre mère que vous aimez, qui sont déjà divorcés, mais qui aiment quand même... mon père, mais enfin, on sent vraiment, c'est très violent. Et c'est amusant, c'est que moi, j'ai pas été vraiment très éprouvé par cette enfance. J'ai une sœur, en revanche, elle qui n'était pas battue, parce que mon père ne me battait moi que parce que j'ai fondé ma mère, et qui a énormément souffert et qui était littéralement traumatisée. Et c'est amusant parce que quand j'ai lu ce livre, parce que j'ai écrit ce livre, elle l'a lu, et elle m'a dit, c'est vraiment... m'a pas dit que c'était presque une histoire à l'eau de rose, mais elle m'a dit, oui, comme si tu avais gardé oui, les plus beaux souvenirs. Enfin bon, il y a des souvenirs pas très sympathiques que j'ai repris dans ce livre, mais c'est vrai que les plus affreux, les plus horribles, je les ai oubliés, et je m'en souviens pas. Et je me souviens qu'elle me racontait des histoires que j'avais totalement oubliées. Là, c'était ma façon d'arranger les souvenirs. Je me souvenais plus, elle me racontait, j'avais l'impression qu'elle inventait, quoi. Elle est incapable d'inventer, parce que c'est ma sœur, c'est presque ma sœur jumelle, on est extrêmement proches, et j'étais horrifié par ce qu'elle racontait. J'avais pas tellement envie de prolonger la conversation, un peu dans une sorte, de volonté d'occulter. Donc c'est une soupape, en fait, de pouvoir arranger ses souvenirs. C'est une soupape de sécurité, on peut dire ça comme ça ? Non, j'aurais dit autrement. J'aurais dit que quand on est enfant et quand on est persécuté par une tragédie de la vie, la guerre ou une maltraitance ou d'autres formes de souffrance, on est chose. On est bousculé, on est battu, on est chassé de la condition humaine, on est chose. Et quand on écrit, on dit, quand enfin on ose dire « on redevient sujet de son histoire. C'est moi qui, désormais, redeviens maître de mon monde mental. Je reprends possession de mon monde mental. Je vais chercher dans mon passé ce qui s'est passé. » La mémoire et le souvenir, c'est pas toujours la même chose. Hein. Des fois, il y a des souvenirs qui ne correspondent pas aux souvenirs des autres. Et le fait de ne pas avoir de souvenirs ne veut pas dire qu'on n'a pas de mémoire. Il y a quand même des traces de mémoire.
je dis ça en pensant à vous. Il y a des traces de mémoire. Mais dès l'instant où on écrit, dès l'instant où on cherche à comprendre, on n'est pas obligé d'écrire, hein, dès l'instant où on cherche à comprendre, on redevient maître de son monde mental et un peu maître de son destin. On n'est plus chose ballottée, persécutée, on redevient sujet de son histoire. Oui, parce que vous dites dans Sauve-toi la vie t'appelle, rien ne s'efface, on croit avoir oublié, c'est tout. Rien ne s'efface, on croit avoir oublié, c'est tout. C'est ça, exactement. Alors là, on peut parler de neurologie pendant Oui, 30 si secondes. vous voulez, bien sûr. C'est que maintenant, avec les neurosciences, on voit que dans la petite enfance, les synapses, c'est-à-dire les connexions de neurones, ça bouillonne tellement que tout événement fait trace. Et ça ne fait pas forcément souvenir. Pour se faire souvenir, il faut rappeler une image, un mot, un scénario, une situation. Donc ça, c'est le souvenir. Mais il y a beaucoup d'événements qui font trace dans le cerveau et on ne sait pas pourquoi. On a été rendu particulièrement sensible à un type d'événement parce que ça fait trace et qu'on perçoit ça mieux que tout le reste. Et on devient sensible à ça. Et ensuite, on en fait un souvenir d'image, de situation, de mots, une représentation de soi, représentation au sens théâtral du terme. Hein, je me vois à l'église, ou je me vois fuyant la synagogue, ou je me vois probablement protégeant ma mère, ou je me vois dans des situations comme ça, comme dans un théâtre intime. Alors ça, c'est le souvenir. Mais avant le souvenir ou à côté, il y a des tas de traces et on ne sait pas pourquoi certains parmi nous ne supportent pas l'abandon. Quand je vois un enfant ou un chien abandonné, ça me bouleverse. Pourquoi ? Eh ben, il y a une trace sans souvenir qui est au fond de vous. Et vous dites aussi, alors là, c'est un peu, enfin moi j'ai trouvé ça un peu paradoxal, Boris Cyrulnik, dans Sauve-toi la vie t'appelle. Alors je ne sais pas si ça a été votre cas aussi, Franz-Olivier Gisbert. Vous dites, Boris Cyrulnik, quand l'écriture fait revenir l'angoisse du passé, elle réveille la mémoire de l'horreur. Alors je me suis dit, pourquoi écrire ? Mais vous en avez parlé tout à l'heure, ok, écrire pour vos enfants, mais pourquoi témoigner ? Parce que tous les trois, vous êtes publiés, docteur Boris Cyrulnik. C'est pas témoigner, c'est remanier. D'accord. Primo Levi voulait témoigner. Ouais. Il a écrit en 1947 « Si c'est un homme ». Vous savez combien il a fait d'exemplaires ? Très très peu. 700. Ouais. C'est-à-dire que ne l'ont lu que les gens qui l'a forcé à le lire. C'était trop tôt. Trop tôt, parce que la culture ne supportait pas ça. La culture italienne, la culture française ne pouvait pas entendre un tel témoignage. Et il a voulu témoigner, et même je pense qu'il a même voulu se venger du peuple allemand, et que la vengeance, la haine, est une autre manière d'être prisonnier du passé. Ça l'a tué d'ailleurs. Ça l'a tué finalement d'ailleurs. Alors, exactement. Parce qu'il a entretenu le syndrome psychotraumatique. Il a entretenu la mémoire de l'horreur, il a révisé tout le temps, et il dit d'ailleurs, je n'en peux plus dans Rescapé naufragé, il dit, je n'en peux plus de témoigner. C'est-à-dire que, et alors comme en plus il s'entendait très mal avec sa femme lui ne voulait pas le croire ou ne voulait pas le laisser parler, donc il disait, avant de se suicider, il disait « je suis seul, on ne m'entend pas ». Le témoignage, ça peut faire ça. Alors que là, ce qu'on a fait, nous, c'est remaniement, chercher à comprendre, faire un roman, faire une compréhension. Donc ça, on est loin du témoignage. Vous partagez, Franz-Olivier Gisbert. C'est un remaniement, vous aussi ? Non, mais totalement, puisque moi, je me souviens, quand j'ai écrit ce livre, par exemple, je n'ai même pas songé à le publier. Parce que j'étais pas dans une situation où je pensais tellement à l'avenir, parce que bon, les nouvelles, disons, médicales n'étaient pas excellentes. Et donc, je pensais juste témoigner pour mes enfants, et je me disais, de toute façon, s'il y a le moins de problèmes avec mes frères et sœurs, qui le reliront avant parution, s'il y a le moins de problèmes avec eux, de toute façon, je ne publierai pas. D'ailleurs, je leur avais dit, je leur ai fait lire le livre, et voilà, bon, c'est eux qui avaient envie qu'il soit publié, parce que je crois que ça les a aidés aussi, parce que les uns les autres, enfin, tout était un peu compliqué dans la famille, même si tout le monde n'avait pas forcément le même regard sur mon père, mais c'était mon regard à moi, il n'était pas contesté. Et donc, c'est vrai, quand j'ai écrit ce livre, en fait, j'avais tourné la page, vous voyez ce que je veux dire ? J'étais pas du tout dans une situation traumatique, tout ça était déjà extrêmement loin. Mais je crois que, je vais revenir à ce que disait Boris Cyrulnik sur le fait d'écrire. Enfin, moi, je pense plutôt qu'il faut dire. Moi, j'ai vécu une expérience encore dans mon enfance dont je parle dans ce livre et qui n'a pas été très importante dans ma vie d'ailleurs, alors que c'est quelque chose qui peut être absolument dramatique, c'est le viol. J'étais violé par un voisin. Et là, je vous en parle comme ça très librement parce que c'est vrai que j'ai ma mère qui devait être cyrulnikienne avant l'heure, qui m'a fait raconter toute l'histoire, mais je veux dire en public.
dans la famille. C'était devenu un sujet parfois de plaisanterie, ce qui n'était pas agréable. Je vais passer quand même un mauvais moment. Enfin, j'avais l'impression que le type allait me tuer à un moment donné, donc j'étais un peu... Ouais, je m'étais même évanoui, tellement j'avais eu peur, mais j'étais très jeune. Et je sais que le fait de dire les choses à ce moment-là, je vois, parce que j'ai une cousine à qui il est arrivé la même chose, avec un violeur, un épouvantable violeur, qui a tué beaucoup de femmes dans les années 80. Et elle, par exemple, ça a été très très lourd et très difficile. Elle a complètement changé. Moi, c'est passé comme ça. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a eu tout de suite, tout de suite, ça a été dit à tout le monde. Et ma mère me faisait raconter l'histoire, la raconter à tout le monde. Enfin, il n'y avait pas du tout il n'y avait pas le tabou. Voilà, il n'y avait pas de silence, il n'y avait pas de secret. Tout était sur la place publique et je m'en suis très bien sorti. Enfin, dès le lendemain, tout allait bien. Ça, c'est très très personnel. La capacité à résilier, elle est totalement personnelle. La capacité de s'en remettre, si vous préférez. Alors, moi, je dirais plutôt que c'est une transaction constante entre ce qu'on est et ce qui est. Ce qu'on est au cours de notre développement et ce qui est notre famille, notre quartier, notre culture. Et si notre famille, notre quartier, notre culture nous fait taire, on est chassé de l'humanité. Si au contraire, notre quartier, notre famille, notre culture donne un lieu de parole, alors à ce moment-là, on peut l'élaborer, on peut travailler. J'allais presque dire banaliser, mais je gomme, je ne le dis pas. Mais on peut maîtriser ce qui nous est arrivé. Parce qu'on n'est plus chassé de l'humanité, puisque quelqu'un peut raconter, on peut réfléchir, on peut critiquer. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. On peut élaborer. On n'est pas chassé de l'humanité. Donc il faut parler et non pas, si j'ai bien compris, vous m'avez rectifié, et non pas témoigner. Mais de fait, moi je repose quand même ma question. Vous écrivez, d'accord, tous les trois, mais pourquoi publier? Publier, ça s'adresse au plus grand nombre. Donc il y a quand même une idée de transmission, alors, si vous voulez pas dire de témoignage. Ben moi, l'américain, c'est très simple. Hein. C'est vrai que vous avez raison. C'est-à-dire, j'écris ce livre d'abord c'est le premier livre que j'écris, sans l'idée qu'il sera forcément publié. Je m'en fous, je veux le faire. De toute façon, ce sera un cahier que diront mes enfants. Après que mes frères et sœurs l'auront lu. Et au fond, c'est vrai que très vite, j'ai vu que ça parlait. Pourquoi? Parce que l'idée, c'était que, le sujet du livre, c'est pas la maltraitance, c'est pas un livre gémissant, pleurnichard sur j'ai une triste enfance. Au contraire, j'explique que j'ai une enfance heureuse, etc. Mais c'est un livre pour dire, voilà, il faut pardonner, il faut communiquer, il faut parler. Au fond, ce pauvre père, victime du débarquement, 6 juin 1944, le seul survivant de sa section, il se haïssait, il se détestait parce qu'il était le seul survivant, couvert de décorations, mais se considérant comme un imposteur. Et donc, voilà, il a fait payer tout ça à sa famille, quoi. Et ça, ma mère l'avait compris. C'est pour ça qu'elle a essayé de le sauver malgré lui. D'ailleurs, elle y a réussi. Et donc, moi, j'ai écrit ce livre, oui, pour encourager les gens à communiquer. Il y a quelqu'un qui a écrit, d'ailleurs, Marie-Laure Delorme dans le Journal du Dimanche. Je me souviens exactement le pitch du livre et je m'en voulais parce que cette phrase n'est pas dans le livre, elle est d'elle. Mais elle résume bien le livre, c'est on pardonne à tout le monde sauf à ses parents. C'est évidemment une stupidité. Au fond, c'est un livre qui... j'ai reçu énormément de lettres et je me souviens de plusieurs lettres, dont celle-ci, mais sur le même thème, enfin plusieurs, des centaines de lettres, et dont l'une disait... cher monsieur, j'ai beaucoup ri et pleuré en lisant votre livre. Et dès que je l'ai refermé, j'ai appelé mon père avec qui je ne parlais pas depuis 15 ans. Et j'ai reçu plein de lettres de ce type. C'est-à-dire c'était un livre qui appelait à ça. Et donc c'est pas vraiment, c'est pas un témoignage. Je parle pas de mon histoire. J'essaie d'en faire une histoire un peu, comment dire, qui parle à tout le monde et qui fasse avancer les choses. Mais j'essaie pas de témoigner. Si vous témoignez, c'est pour dire voilà, j'ai souffert. D'ailleurs, c'est le sens du livre de Boris Cyrulnik. À aucun moment il se plaint. C'est pas un non, c'est quelque chose qui donne envie de vivre, de tourner les pages ou d'arranger, comme vous le disiez tout à l'heure, les souvenirs. Je crois qu'il faut qu'on les arrange, nos souvenirs, même si la mémoire est toujours là. Mais faut-il totalement publier? C'était important, Boris Cyrulnik, de publier? Oui, ce sont des livres qui font du bien. Enfin, peut-être pas le mien, je sais pas, mais celui de Boris Cyrulnik m'a fait personnellement beaucoup de bien. Non, mais alors, comme France-Olivier Gisbert, je vais témoigner que beaucoup de gens sont devenus une gentillesse avec moi depuis ce livre. Ils me font des sourires, ils me font des petits signes amicaux. J'ai connu pire dans la vie. Hein. Et ils me disent, beaucoup de gens me disent, mais vous avez parlé de moi. Ah non, j'ai parlé de moi. Mais c'est pas vrai. En parlant de moi, j'ai parlé de la condition humaine. Ou alors les gens disent, mais ce que vous avez dit, page temps, m'a rappelé que j'ai parlé d'eux. Ils ont raison. Donc finalement, dès l'instant où on partage la condition humaine, quand on cherche à comprendre, on partage aussi la compréhension.
Jean-Pierre Denis? Moi, évidemment, je ne vois pas de quoi j'aurais eu à témoigner. Je crois pas qu'on Non, de écrive pour- publier, là, je suis revenu Mais à publier, publier. ni même de publier, on écrit d'abord pour vivre, enfin pas pour vivre de sa plume, mais parce qu'il s'agit de la vie. Et on écrit parce que c'est une nécessité vitale. Moi, j'avais besoin de briser un certain mur, dont d'ailleurs je n'avais pas pleinement conscience avant d'avoir écrit le livre. C'est ça qui est assez étonnant dans l'écriture. Dans le couvent où était cachée ma mère, dans le bureau de cette extraordinaire religieuse qui est juste parmi les nations, bien évidemment, Madame Bergon, on l'appelle Madame dans cette congrégation. Sous son bureau, il y avait une trappe pour cacher les enfants en cas d'alerte, les enfants qui étaient déjà cachés dans ce couvent, une trappe dans laquelle on ne peut pas se tenir debout. Et je suis allé dans ce bureau, j'ai soulevé la trappe et j'ai vu ce que c'était que se cacher dans cette trappe qui faisait à peu près 1 mètre de hauteur. Quand mes parents se sont mariés, c'est pas au 19e siècle, vous le comprenez, donc c'était à la fin des années 50, parce que ma mère est juive, l'Église catholique a accepté de les marier dans une sacristie. Donc à l'écart de la vue du public. Et par la suite, j'avais plus ou moins compris que le judaïsme était une sorte de maladie dont il valait mieux pas trop parler, ça pouvait attirer toutes sortes d'ennuis. Et j'ai lu récemment un livre de Fabrice Midal qui a réfléchi sur Fabrice Midal, qui est d'origine juive et converti au bouddhisme, et qui revient sur des rapports conflictuels avec son père, et notamment le fait que son père a décidé de changer de nom dans les années 50, donc n'a pas assumé son identité, et Fabrice Midal estime que c'est ce changement de nom de son père qui l'a empêché lui d'avoir des enfants, donc c'est quand même quelque chose d'assez violent. Et Fabrice Midal rêvait, jusqu'à ce qu'il écrive ce livre, assez souvent que les nazis venaient l'arrêter chez lui. Et la lecture de ce livre était très frappante pour moi, parce que je faisais exactement le même rêve. Je suis pourtant né en 1967, donc je n'ai aucune expérience de la guerre, jusqu'à la publication de ce livre. Donc je crois qu'on écrit pour pouvoir sortir de ces murs et vivre. Et alors, si on peut aider d'autres personnes à vivre, mais on l'a pas fait exprès en général, et donc c'est d'abord sortir de ces murs-là. Pouvoir parler de soi, c'est aussi avoir le bon interlocuteur, parce que vous aviez dit que votre maman en parlait, etc., mais au tout venant, si j'ai bien compris. Boris Cyrulnik, dans Sauve-toi, la vie t'appelle, hein, vous racontez qu'en tant qu'enfant, vous racontiez votre histoire, une grande fille vous a cinglé en vous disant moi, à ta place, je serais morte avec ma famille. Une autre fois, pendant un trajet en train, vous dites quelques mots de votre histoire à un prêtre qui vous explique que pour être puni de si terribles manières, vos parents ont dû commettre de bien grandes fautes. Alors là, est-ce qu'il faut parler de soi, ça permet de résilier, ou est-ce qu'au contraire, il vaut mieux pas se taire? Ça dépend à qui on livre la parole. Alors, tout à fait. L'adaptation, c'est de se taire, et c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'a fait votre mère. C'est l'adaptation, mais c'est pas la résilience. On s'adapte en s'amputant d'une partie de sa personnalité. C'est-à-dire que ce que vous avez fait, M. Denis, c'est ce qu'a fait Georges Perec. Georges Perec, ses parents disparaissent, ils ne sont pas morts, ils sont disparus. Et il dit, quand il comprend que ses parents sont morts et ne reviendront jamais, il dit, il faut que je devienne écrivain pour leur offrir une sépulture en racontant leur biographie. Il veut donc raconter la biographie de ses parents qu'il n'a pas connue. Et en faisant une biographie, il va leur donner vie et surtout, il va leur rendre la dignité, il va leur donner une sépulture. Et vous avez levé la crypte de votre mère. Votre mère avait probablement toute une partie chaleureuse, quotidienne, vivante, et une crypte étrange qui devait vous faire une sorte d'ambivalence. Ma mère, que j'aime beaucoup, de temps en temps, elle me trouble, elle m'inquiète. Eh bien, je vais écrire ce qu'il y a dans sa crypte, et quand j'aurai ouvert la crypte et écrit ce que j'imagine de sa crypte, eh bien, ma mère sera redevenue entière, et moi, j'aurai enfin une mère entière. C'est tellement juste que j'étais extrêmement surpris quand le livre est paru. Je pensais avoir une terrible conflit de famille, et que ce livre ne me serait pas pardonné par mes parents, le fait de parler d'un sujet tabou. Et c'est tout le contraire qui s'est produit, comme si je l'avais effectivement sorti de cette cache sous le bureau de cette religieuse où elle était restée en partie enfermée.
Oui, c'est la même chose qui est arrivée. D'ailleurs, moi, quand j'ai sorti l'Américain, ça a été, comment dire, quelque chose de très fort entre mes frères et sœurs. C'est quelque chose dont on parlait pas, c'était toujours tu. Jamais on avait parlé de tout ça. Et je disais les choses peut-être de manière plus violente que l'auraient dit mes frères, parce que moi, j'étais l'aîné et mon père s'était adouci au fil du temps. Et donc, ils portaient ce livre. Et je me souviens d'être allé porter la bonne parole à Toulouse. C'est une sorte de conférence comme ça. Et il y avait mon frère qui était là. Et il s'était mis à parler comme si c'était lui qui avait écrit le livre. J'étais tellement heureux, évidemment, parce que je me dis, vous voyez, c'est gagné au fond. Le livre, j'avais fait pour ça, quoi, pour transmettre effectivement un message. Ça, c'est important. Vous avez raison. Dire, voilà, pardonnez. Enfin, tendez la main à vos parents au lieu de... Voilà, enfin, c'était ça, un message élémentaire et simple, mais il y avait aussi quelque chose qui s'est passé comme ça dans cette famille où tout le monde était heureux parce que, justement, le tabou avait été levé. Et vous êtes très, très précis dans le livre L'Américain. C'était une volonté, ça, d'être précis, la précision. Vous voulez que je lise un passage? Non, mais je suis pas gêné. Je suis pas gêné. En plus, c'est non, c'était pas pour vous gêner. Mais... les parties les plus terribles, c'est ma sœur qui aurait pu les écrire. Mais c'est moi, très j'ai pas précis. gardé les mauvais souvenirs. Oui, mais pourtant, c'est très précis. J'ai des souvenirs très, très précis. Et c'est très précis. Et c'est écrit d'une manière, je vais pas dire crue, mais réelle. Crue. Alors, je vais lire pour que chacun nous rejoigne. Donc, c'est tiré de l'Américain de Franz-Olivier Gisbert. Ma mère récolta une nouvelle taloche, bien plus puissante à en juger par le bruit qu'elle fit. Un bruit mat, celui que produit la viande rouge quand le boucher la jette sur la table de travail pour la découper. J'ai trouvé que c'était extrêmement précis. Et je me suis dit, est-ce que c'est important d'être très précis par rapport aux souvenirs dont nous parlions précédemment? Quand vous écrivez, de toute façon, c'est des souvenirs comme ça qui étaient submergés, qui remontent. Et ce qui est fascinant dans la mémoire, ce ne sont pas seulement des paroles, très souvent ce sont des bruits. Les bruits que j'entendais dans la chambre de mes parents, certains soirs, de meubles, ma mère se défendait, enfin c'était extrêmement violent. Vous avez 4-5 ans et c'est vrai que vous tremblez. Mais pourquoi j'écris ça? Justement, c'est aussi c'était aussi un livre qui est un peu, comment dire, organisé comme une boucle. Au départ, c'est mon père le salaud, et après c'est moi qui deviens le salaud parce que je voulais pas pardonner. Parce qu'il a changé. On va y au revenir. fond, et c'était en fait, c'est le thème du livre, c'est ça. C'est-à-dire, il faut pardonner. Moi, c'est vrai que j'ai tendance, c'est un de mes grands défauts à ne pas pardonner. Alors, je me dis chrétien, mais c'est vrai que la rédemption, le pardon, c'est quelque chose que je pratique assez peu. Enfin, en tout cas, j'oublie pas. Je pardonne, mais je n'oublie pas. Ce qui n'est pas bien. J'oublie aussi. Pardonnez, c'est oublié. Jean-Pierre Denis, puis après Boris Cyrulnik. Je vais m'adresser à l'hebdomadaire catholique La Vie d'abord. Je vais pas faire une leçon de morale. Non. Mais pardonner, c'est oublié. Et puis je laisserai non, je Boris vois pas le pardon n'efface pas la mémoire, heureusement, sinon c'est plus du... Enfin, non, je vois pas le conflit entre les deux, en fait. Oui, enfin, il y a beaucoup d'ironie là-dedans, parce que quand on dit je pardonne mais je n'oublie pas, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Qu'on pardonne pas complètement. Ça veut dire qu'on pardonne pas complètement. Vous savez, enfin, j'étais très étonné quand le président de la République a dit à propos de M. Cahuzac qu'il avait commis une faute morale impardonnable. Ouais, c'est vrai, moi aussi, et c'est vrai que c'est une expression qui m'a un petit peu dérangé, choqué même. C'est le chrétien. Oui, c'est le chrétien, bah oui. C'est des mots comme ça qu'on n'aime pas trop. C'est-à-dire faute impardonnable, inexcusable, c'est ça? Je ne sais pas jusqu'où il existe de l'impardonnable. Alors peut-être que chacun met la barre à un niveau différent, mais toutes les fautes morales ne sont pas impardonnables. Non, heureusement, même des fautes aussi énormes que celle-là. C'est une faute honteuse, c'est une faute très grave, etc. Mais c'est vrai que le mot impardonnable est un petit côté, ça fait un petit peu, ça donne un peu la chair de poule. Il n'y a pas de rémission possible, il n'y a pas de rédemption possible. Boris Cyrulnik, par rapport au pardon, vous en parlez aussi, puisque. Je suis très mal à l'aise vis-à-vis de cette idée. Du pardon. Du pardon. Je croyais que vous pensiez de parler de Cahuzac, c'est pour ça. Je croyais que vous parliez de Cahuzac, mais non, c'est du pardon. D'accord. Oui. Ah ben Cahuzac, oui, il a fait... Non, pardon. Pardon. Pardon, excusez-moi. Je vous en prie, sur le pardon. Alors, sur le pardon, je suis mal à l'aise, parce que aux États-Unis, ont demandé aux filles et aux femmes victimes d'inceste d'accorder leur pardon au père, à condition que le père demande pardon à genoux devant sa fille. J'ai eu beaucoup de patientes, incroyablement, c'est pas rare du tout, et j'ai eu beaucoup de patientes qui étaient dans cette situation. Et je leur ai dit, voilà ce que font les Américains, est-ce que vous voulez qu'on fasse la même chose? Horreur!
Aucune femme n'aurait accepté ça. Elles m'ont toutes dit, je ne veux pas humilier mon père comme il m'a humilié. Et je pense que c'est elles qui avaient de la grandeur, en ne répétant pas le mépris de leur père. C'était elles qui étaient grandes, mais il n'était pas question de pardon, ni d'accorder le pardon. D'abord, le père demandait rarement pardon, et souvent, quand il demandait pardon, c'était une demande de réhabilitation. On efface l'ardoise. Eh bien non, on n'efface pas l'ardoise. Le crime a été commis. Le crime est irréparable, c'est irréversible. On n'efface pas l'ardoise. Donc moi, je suis pas à l'aise avec ce pardon. Pour ma part, je pardonne pas, mais je n'ai pas de haine. J'ai pas de haine qu'il mène sa vie, que les génocidaires mènent leur vie et meurent dans leur lit. Je suis décidément très cynique, alors, ce que j'entends. Parce que moi aussi, j'ai toujours du mal à pardonner, mais je crois que c'était un péché. Mais ce que vous décrivez, c'est pas vraiment c'est pas vraiment le pardon. C'est-à-dire, c'est une espèce d'injonction qui est faite, qui est tyrannique, en fait. Dire aux gens, c'est une forme de manipulation que vous décrivez. Donc on n'est pas vraiment dans le pardon, qui est un acte entièrement libre et gratuit, et qui est un acte qui libère celui qui pardonne. Donc ce que vous décrivez là, c'est presque, à mes yeux, le contraire du pardon. C'est une manipulation du pardon. Mais il y a des cérémonies de pardon, et je crois que toutes les religions élaborent le pardon. Je pense que les chrétiens travaillent beaucoup le pardon, les juifs, même les musulmans. Enfin, donc je pense que le pardon valorisé, élaboré par les religions, permet de continuer à vivre ensemble. C'était possible quand il y avait des petites populations, et c'était peut-être nécessaire quand on vivait dans des petits villages, pour ne pas faire la guerre. Par exemple, j'ai travaillé au Kosovo, où il y a le Kanoun. Et les gens ne pardonnent pas et se font la guerre depuis des générations. Et ils ne savent plus pourquoi ils se font la guerre. La mère désigne le fils aîné, tu dois aller reprendre le sang parce qu'on a un mort de plus que la famille d'à côté. Et si le fils n'a pas tué généralement un jeune adolescent de l'autre famille, il meurt de honte. Alors dans ce cas-là, dans un contexte comme ça, clos, peut-être que le pardon a une fonction adaptative à une société. Mais je crois que le pardon, dans ce contexte, permet de vivre en société au prix d'une amputation de la personnalité pour continuer à vivre. Mais nous, on n'est pas obligés. Les villes sont grandes, les populations sont grandes, on est à peu près dans un régime de liberté quand même. Donc moi, je pardonne pas, mais je n'ai pas de haine. Ça fait du bien, ça. Je vais continuer à haïr tranquillement. Ah oui, on va y revenir là-dessus. Parce que c'est pas ce que vous dites exactement. Mais vous avez dit quelque chose qui m'a interpellé. Vous avez dit que c'est s'amputer d'une partie de soi-même, c'est ça, de pardonner? J'ai bien entendu? Ça m'a échappé, mais vous avez bien entendu. Est-ce que je peux dire c'est-à-dire? C'est comme vous voulez. S'amputer d'une partie de soi-même. Oui, parce que on m'a demandé de pardonner à Maurice Papon, qui a fait arrêter mes parents. Mon père était dans l'armée française et il a été arrêté sur son lit d'hôpital par la police du pays pour lequel il combattait, comme tous les hommes de ma famille. Ma mère a été arrêtée, elle avait commis aucun crime, toute ma famille a disparu. J'ai été arrêté à 6 ans et demi. À 6 ans et demi, j'avais pas eu le temps de commettre de grands crimes. Aujourd'hui, je dis pas, mais à 6 ans et demi. Donc on m'a demandé de pardonner. Et j'avais l'impression que si je pardonnais, j'avais l'impression que je réhabilitais celui qui avait tué. Je me faisais complice de l'agresseur. Je réhabilitais celui qui avait massacré ma famille et qui avait voulu me massacrer aussi. Donc non, je pardonne pas, mais que j'ai pas de haine. J'ai cherché à comprendre. Voilà, c'est ce que vous dites, exactement. Oui, il vaut mieux comprendre que pardonner. Voilà, je préfère comprendre que pardonner, parce que je me suis dit, cet homme qui n'est pas bête, qui est cultivé, j'ai des amis qui ont travaillé avec lui, a commis un crime. Comment est-il possible qu'un homme en pleine liberté et en pleine conscience se laisse entraîner à commettre un crime? On connaît le crime contre les Juifs de Bordeaux, il a quand même condamné à mort 1700 personnes, et ensuite il a recommencé plus tard avec les Algériens. C'est-à-dire que comment est-il possible qu'un homme intelligent, très doué sur le plan relationnel, puisque j'avais des amis qui travaillaient avec lui, ait pu commettre de tels crimes et rentrer chez lui en souriant, sans aucune culpabilité. J'avais besoin de comprendre ça. Et là, je redevenais entier en cherchant à comprendre ça. Et ce que j'ai compris, c'est que en fait, c'était un soumis. Il était soumis à une idéologie
qu'il ne critiquait pas. Et le bénéfice, le bonheur dans la servitude, le bénéfice de la soumission, c'est qu'on peut commettre des crimes sans aucune culpabilité. Et on peut rentrer chez soi en disant, comme au procès de Nuremberg, je n'ai fait qu'obéir. Mais, Oui, Jean-Pierre Denis. enfin, dans l'expression même que vous employez, on voit bien que les conditions ne sont pas réunies, puisque vous dites « on m'a demandé de pardonner ». Je ne sais pas qui est ce « on », mais d'abord, le pardon, encore une fois, c'est quelque chose qui doit venir de soi et qui est libre. Et de pardonner à qui ? À quelqu'un qui n'a aucune forme de remords, qui nie même les faits. Dans le cas de Papon, c'est particulièrement un exemple particulièrement frappant. C'est quelqu'un qui ne reconnaît même pas les faits. Donc comment pourrait-il en éprouver le moindre remords ? Et il était très loin de la demande de pardon. Donc aucune des conditions du pardon ne sont effectivement réunies. Mais heureusement, c'est pas toujours comme ça. Enfin, je veux dire, dans les relations de couple ou d'amitié, enfin, la capacité à pardonner, c'est quelque chose d'extrêmement fécond et libérateur. Mais alors, il y a peut-être aussi des situations qui sont, et c'est pas celle de M. Cahuzac, à mon avis, qui sont réellement de l'ordre de l'impardonnable, parce que ça nous échappe tellement, le fait qui est commis est tellement gros. Et moi, j'ai souvent été assez exaspéré, je dois dire, par, vous savez, ces bons catholiques qui disent, enfin, quand même, avec le temps, les Juifs pourraient pardonner, comme si c'était, franchement, comme s'ils arrivaient avec cette question qui commençait à nous fatiguer un petit peu. Évidemment, on n'a pas à dire aux gens, vous pourriez pardonner, ça m'arrangerait bien, quoi. Ça me débarrasserait de votre problème. François-Olivier Gisbert, vous disiez tout à l'heure en plaisantant, Boris Cyrulnik me rassure, je vais pouvoir continuer à haïr, mais vous écrivez une phrase très très belle dans l'Américain. J'ai raconté mon histoire pour me délivrer du chagrin de n'avoir jamais donné à mon père l'occasion de me parler et de lui pardonner. Là, c'est de lui pardonner. Oui, enfin, je suis désolé, mon père n'était pas Maurice Papon. Non, je ne fais pas un parallèle. Hein. Dieu merci, non, mais Dieu merci. Il n'était pas Maurice Papon. Et je crois que dans le cas de Maurice Papon, c'est sûr, je pense que c'est difficile de donner le pardon à quelqu'un qui se trouve... Moi, je l'ai rencontré pour une interview, je me souviens, il y a plusieurs années. C'était quand même quelqu'un qui était tellement sûr de lui, tellement content de lui, vraiment dans l'autosatisfaction la plus totale. En fait, c'est une sorte de... Oui, je veux dire, même je pense qu'il y avait un soupçon de malaise chez des gens comme Göring, et là, on était vraiment... Ou Albert Speer, bien entendu, dont on connaît tous l'histoire. Et là, c'était vraiment le collabo fier de l'être, et c'est sûr que... et qui était dans la dénégation totale, en plus, mais qui était collabo quand on regardait les faits, qui niait tout. Et il n'y avait pas le moindre malaise chez lui, donc je pense qu'effectivement, chez lui, c'est quelqu'un qui était impardonnable. En revanche, mon père, c'est tout à fait différent. Mon père, il avait des excuses, il y avait un passé, il y avait une histoire, il y avait le 6 juin 1944, c'était un artiste qui s'estimait raté, qui était dans la haine de soi. Enfin, donc, voilà, je veux dire, le pardon s'imposait. Je lui ai pas pardonné, jamais, jamais, jamais. Il a fallu qu'il meure pour que je lui pardonne, quoi. Dès qu'il est mort, je lui ai pardonné. Le jour même, je crois que j'ai pleuré pendant 3 jours d'affilée. Je pleurais tout le temps parce que vraiment, je lui ai jamais parlé, jamais adressé la parole. Donc, c'est vrai que voilà, et ça, c'était quelque chose d'important, et je m'en suis sorti certainement par une forme de résilience, parce que cette histoire, c'est sûr, j'ai raconté à des amis avant de l'écrire, très longtemps après. Mais j'ai tout de suite raconté. Et de toute façon, même le fait de pleurer comme un malade parce que votre père meurt pendant plusieurs jours, c'est très rare. Et bon, ma mère, dont j'étais beaucoup plus proche, j'ai pas pleuré beaucoup parce que je crois que j'avais été un bon fils, mais avec mon père, j'avais été un détestable fils. Et d'ailleurs, vous dites, après avoir laissé des remords partout où m'a mené ma haine, j'ai décidé d'aimer tout le monde, même mes ennemis. Alors je me suis dit, c'est pas tout à fait exact, hein, comme vous l'avez pu le voir. C'est ce que vous avez écrit. Emporté par ma plume, mais quand je relis ça, c'est dommage, c'était beau. C'est pas tout à fait. Non, d'ailleurs, je suis pas sûr que je les déteste. D'ailleurs, enfin, je les méprise. J'ai une capacité de mépris. Alors vous n'avez pas décidé d'aimer tout le monde. Alors c'était juste de la littérature. Alors. Non, c'est un peu vrai, mais c'est pas vrai tous les jours, ça dépend. Voilà. De temps en temps, il y a des exceptions. Voilà. Parce que j'allais dire quelque chose, j'allais rebondir là-dessus en disant à Boris Cyrulnik, donc c'est la résilience par l'amour plutôt que par le pardon. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Alors, non, c'est très vrai. Pardon. Non, allez-y, j'en prie. Oui, c'est la résilience par l'attachement. C'est-à-dire que l'affection, l'amour, c'est autre chose. Hein. En psychanalyse,
On dit que l'amour, c'est une plénitude narcissique, on est plein d'elle. Comment elle s'appelle, je ne sais pas, mais il faut que je vive avec elle. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, je ne sais pas, mais je ne pourrais pas vivre sans elle. Voilà, ça, c'est l'amour. Alors l'amour, c'est l'illusion, la merveilleuse illusion narcissique. On dit en psychanalyse que l'amour, c'est le plus joli moment pathologique d'un être humain normal. Parce qu'on est... Mais alors que l'attachement, je la connais, je le connais, parfois il me crispe, il me casse les pieds, je lui pardonne, parce que je veux vivre avec lui, avec elle, donc là je lui pardonne. Parce que si je veux vivre avec elle ou avec lui, malgré ses fautes, eh bien je veux lui pardonner pour continuer, parce que la priorité c'est de vivre avec lui. C'est pas Maurice Papon. Alors... Donc là, dans cette manière de vivre, l'attachement est primordial. On ne peut pas vivre sans attachement. Mais l'attachement, c'est pas l'amour. L'attachement, c'est un lien insidieux qui s'imprègne au plus profond de nous, et on s'en rend compte au moment de la perte. Au moment du contact, c'est pas conscient. Et au moment de la perte, c'est un trou, un manque énorme. Zut, j'aurais dû lui parler. Et c'est au moment de la perte qu'on comprend à quel point il était important pour nous, elle était importante pour nous. Alors que l'amour, c'est le contraire. Je suis plein d'elle, je pense qu'à elle. Alors, il n'y a pas de résilience sans attachement. Et que cette manière d'aimer au quotidien prend des formes différentes. Et pour ce qui est de Dieu, c'est que c'est une manière d'amour, c'est une manière d'aimer. Donc là, je crois qu'il y a des manières d'aimer Dieu différentes. Chacun d'entre nous, chaque religion a une manière d'aimer Dieu, et chacun d'entre nous en a une manière d'aimer Dieu différente. Donc c'est aussi une forme d'attachement. Alors là, je pense qu'on ne peut pas vivre sans ce genre d'affection. Même neurologiquement, c'est maintenant qu'un enfant ou un adulte, surtout un enfant privé d'affection, son cerveau s'atrophie. C'est-à-dire, et ça, c'est pas une vue de l'esprit, puisqu'on fait des scanners maintenant, on fait des résonances magnétiques, où on voit qu'un enfant non aimé a une atrophie cérébrale. Avant de clôturer notre première partie, je ne sais pas si Jean-Pierre Denis ou François-Olivier Gisbert voulaient rebondir. Moi, j'aime bien l'idée d'attachement. Je me dis, j'ai un certain attachement pour Dieu, est-ce qu'on peut dire ça? Parce que tu aimeras, à l'injonction biblique, tu aimeras le Seigneur Dieu comme toi-même, on pourrait la transcrire en... Tu garderas un certain attachement pour Dieu. C'est peut-être la façon de l'époque de le dire. Je trouve l'expression jolie. Alors je vais être encore plus chrétien que Jean-Pierre Denis, ça va être très dur, mais j'ai envie de dire, oui, Dieu c'est amour, Dieu est amour. Hein ? Eh bien, on en parle dans la deuxième partie des Dieux dans tout ça. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième partie donc des Dieux dans tout ça, toujours accompagné par le docteur Boris Cyrulnik. Boris Cyrulnik, vous êtes neuropsychiatre et psychanalyste. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres, dont Sauve-toi, la vie t'appelle, ou encore Autobiographie d'un épouvantail, c'est chez Odile Jacob. Jean-Pierre Denis, vous êtes journaliste et directeur de la revue catholique hebdomadaire La Vie. Vous avez écrit Nos enfants de la guerre aux éditions du Seuil et Pourquoi le christianisme fait scandale. Vous avez aussi à votre actif 2 recueils poétiques. Le dernier en date s'intitule Manger parole et c'est édité chez Ad-Solem. François-Olivier Gisbert, vous êtes journaliste, directeur de l'hebdomadaire Le Point. Vous animez des émissions de télé comme Le Monde d'après sur France 3. Vous êtes l'auteur de Dieu, ma mère et moi chez Gallimard et de Dernier carnet scène de la vie politique sorti chez Flammarion. Merci à tous, à la semaine prochaine.